Françoise. Ok, donc on est tous là, nous continuons le tour. L'église, j'ai dit, s'appelle Saint John the Divine Cathedral. Quand on traduit, ça fait cathédrale Saint-Jean le Divin. Et ils ont commencé à construire cette église depuis 1892. Plus de 100 ans déjà qu'ils ont commencé à construire, mais ils n'ont pas fini. Les travaux continuent. Ils disent qu'ils ont encore besoin de 50 ans au moins pour finir les travaux. C'est pourquoi, quand nous étions à l'église, vous aviez vu la porte principale, la grande porte noire au milieu est fermée. On ne l'ouvre jamais. On attend 50 ans pour ouvrir cette porte quand les travaux vont finir. Et vous auriez vu à la façade en haut à droite, il n'y a qu'une seule tour. La tour de droite qui n'est même pas finie. Ils vont encore les lever plus haut avant de commencer la tour de gauche qui sera à l'autre côté. Et vous auriez aussi remarqué que dans l'architecture du bâtiment, vers l'avant ici, les formes sont pointues. C'est des formes fléchées. Les spécialistes disent que c'est le style gothique. Mais vers l'arrière, vous voyez, vers l'arrière, c'est des formes arrondies. Et là, c'est le style byzantin roman. Donc, il y a une rupture de style dans la construction de l'église. Et c'est dû au fait que, quand l'église avait commandé le projet, l'architecte qui avait fait la conception, il a proposé un style byzantin roman. Il s'appelait John Lafarge. Mais 15 ans après le début des travaux, John Lafarge était mort et il fallait confier le travail à un autre architecte. Et celui-là ne savait pas comment bien construire le byzantin roman. Et il a changé le reste du projet en gothique. Voilà, c'est pourquoi ça fait une rupture. Vous voyez la porte principale, la grande porte là,
Elle est fermée, on attend 50 ans pour l'ouvrir quand ils vont finir les travaux. Et dans le monde entier, il n'y a que 2 églises qui dépassent celle-ci en taille, mais ce sont des basiliques. La plus grande est la basilique Saint-Pierre à Rome, la deuxième est la basilique Notre-Dame de la Paix en Côte d'Ivoire. Mais quand on parle de cathédrale, celle-ci est la plus grande cathédrale au monde avec ses 10 000 places. Au sous-sol, il y a 4 niveaux au sous-sol, avec une grande salle de banquet. Il y a des ateliers de formation, des bureaux au sous-sol, dans la cathédrale Saint-John le Divine. Ouais. Quoi? Da Vinci Code. Je suis pas sûr de là. Bon, ils disent que ça en plusieurs villes. Hein. C'est des scènes tournées en plusieurs villes. Ouais. Et il doit y avoir une part de New York aussi dans le film Da Vinci Code. Bon, nous avons dépassé maintenant la rue 113. De la rue 113 jusqu'à la rue 125, tout ce que vous voyez devant nous, à gauche, à droite, tous ces bâtiments que vous voyez appartiennent à Columbia University. Vous savez, Columbia University est une université de prestige aux États-Unis. Et dans le classement américain, Columbia University vient en 4e position après Harvard, Yale et Princeton pour le prestige. Mais pour la préférence, Columbia vient en première position devant le MIT qui est au Massachusetts, devant le Stanford University qui est en Californie et devant le Pennsylvania University qui est en Philadelphie. Premier en préférence, 4e en prestige. Et voici à gauche le campus principal. Regardez à travers la grille, le campus principal de Columbia University. Vous voyez à gauche là, ouais. Voici le campus principal de Columbia University, vous voyez. Et c'est très cher. Voici l'école de droit. Vous voyez sur le mur Columbia Law School. Aujourd'hui, l'année ou bien le prix, ici c'est 43 000 $ par an en moyenne. Pour un étudiant, 43 000 $ par an. C'est très cher. Mais quand vous sortez de Columbia, ici avec vos diplômes, vous avez au moins 80% de chances d'être employé par une grande entreprise américaine. Et Columbia University a formé de grands hommes. 3 chefs d'État américains ont étudié ici, inclus Barack Obama. Avant Barack Obama, le président Theodore Roosevelt a étudié à Columbia, le président Franklin Roosevelt a étudié à Columbia, et Barack Obama a étudié la politique et les sciences sociales ici à Columbia avant d'aller continuer avec le droit à Harvard. Et aujourd'hui, Columbia University compte au moins 40 milliardaires vivants. Et le plus connu, c'est M. Warren Buffett. Warren Buffett, qui est un grand pays financier, il a été formé ici à Columbia. Et au moins 51 prix Nobel dans toutes les disciplines ont été formés ici à Columbia. Mais dans l'histoire américaine, la personne la plus importante qui a étudié à Columbia s'appelle Alexander Hamilton. Et on passera devant sa maison, vous verrez la maison. Je vais vous en parler plus. Ici à gauche, c'est l'école de l'ingénierie à Columbia University. À travers les fenêtres, il y a des machines. Vous voyez, à l'intérieur, c'est des laboratoires de recherche. Vous voyez, à l'entrée là, le nom c'est School of Engineering and Applied Science. Et c'est ici qu'on a commencé les recherches sur la fissuration des atomes. Le professeur Robert Oppenheimer a commencé les recherches ici. C'est ce qui a contribué à fabriquer la bombe atomique qui a été lancée sur le Japon en 1945. Ça a commencé ici, ce qu'on appelait le Manhattan Project. Ça a commencé ici à Columbia avec le professeur Oppenheimer. Et à droite, tous les bâtiments ici, depuis l'autre rue jusqu'à Broadway devant nous, ici c'est l'école des enseignants. On l'appelle des Teachers College. Les enseignants sont formés ici en pédagogie et après ils vont enseigner dans d'autres universités et écoles supérieures dans le pays. Vous allez voir au coin du bâtiment, devant nous au coin, il est marqué Teachers College, l'école des enseignants. Et devant nous à gauche, le vieux bâtiment en briques rouges, Barnard. Barnard School était ouverte uniquement aux jeunes filles. Et Barnard a formé de grandes dames, la milliardaire Martha Stewart, qui est dans les affaires de mobilier, de faïence, de vêtements, de télévision. Cette milliardaire a été formée ici à l'école Barnard. À droite, l'école de théologie.
Les pasteurs protestants sont formés ici. L'école de théologie s'appelle The Union Theological Seminary. Et après le séminaire, la grande église du Riverside. Regardez en haut de l'église, la tour est magnifique. La tour est majestueuse, très belle tour. L'église s'appelle The Riverside Church. Ça veut dire l'église à côté du fleuve. Le fleuve est devant nous, on le verra. L'église Riverside Church est devenue un lieu d'événement important. Mais la tour s'appelle Laura. Laura. Laura, ce n'est pas le nom d'un saint, ce n'est pas le nom d'un ange, mais c'est le nom d'une simple femme. Mais quelle femme? La femme du milliardaire John David Rockefeller. C'est M. Rockefeller qui a donné tout l'argent, cadeau, jusqu'au centime pour construire l'église. Donc pour lui faire honneur, le nom de sa femme Laura est donné à la tour. Et on soupçonne que c'est la femme qui lui a soupçonné au lit. Tu sais, monsieur, il faut faire une église aussi, hein. Il y a beaucoup de choses, mais donc il a fait. Tout ça, c'est le milliardaire qui l'a construit cadeau comme église. Et l'église de Riverside Church est construite en 1931 est devenue un lieu d'événement important. C'est dans cette église que le révérend pasteur Martin Luther King avait fait son dernier discours sur la paix en 67, avant d'être assassiné en 68 à Memphis. Quand Nelson Mandela était libéré en Afrique du Sud en 90, il était venu ici au Riverside Church pour un discours sur la paix. Le Dalai Lama du Tibet est venu ici 3 fois déjà pour faire des conférences sur la question de la paix. Et le président Bill Clinton vient souvent ici pour faire des séminaires sur les questions humanitaires. Donc c'est une église importante dans la ville pour ce genre d'activités. Et l'entrée principale de l'église Riverside est ici, vous voyez, à droite. Vous pouvez encore admirer la tour, Laura. Et dans la tour, il y a une cloche énorme qui pèse près de 20 tonnes. Dans la tour, la cloche pèse près de 20 tonnes. C'est immense. Voici l'entrée principale du Riverside Church. Et devant nous, à gauche, au milieu des arbres, là où les gens vont, vous voyez, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un bureau. Imaginez un peu ce que c'est. Vous pouvez deviner un peu. Un panthéon, oui, pour une seule personne, mais c'est pas, oui, disons, un panthéon américain, parce que c'est une personne importante qui est enterrée ici, un président américain, le président Ulysses Grant. C'est la tombe d'un seul homme, le président Ulysses Grant. Ulysses Grant est le 18e président américain, mais avant de devenir président, il était général dans l'armée et c'est lui qui avait dirigé la guerre de sécession, la guerre civile, une guerre qu'il avait remportée contre le Nord. Et après, il a succédé au président Abraham Lincoln comme président et il a réunifié le pays. Et la tombe est construite pour lui ici en 1895 et la tombe avait coûté 600 000 $. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Et cet argent n'était venu ni de la ville, ni du pays. Ce sont les citoyens qui ont cotisé l'argent de leur poche pour construire la tombe au président Ulysses Grant. Il était beaucoup aimé. Et sa femme, Julia, est à côté de lui dans la tombe. Et pour les Américains, Grant est le 3e homme glorieux. Il vient après George Washington et Abraham Lincoln. Très important pour le pays. Voici le fleuve, Hudson River. Hudson River sépare New York City de New Jersey. Donc là-bas, ce n'est plus New York, c'est New Jersey, c'est un autre État. Donc la loi qui est appliquée là-bas n'est pas la même loi qui est appliquée ici. Et le Brooklyn est à l'opposé, à l'est. Ici, c'est à l'ouest. Et sur le fleuve, vous voyez un grand pont, le George Washington Bridge devant nous. Et le George Washington Bridge est le seul pont qui relie New York City à New Jersey. C'est un pont de 1000 mètres. Le pont a 1 km de long et à 2 niveaux, construit en 1933. Et le quartier qui est à l'autre rive du fleuve s'appelle Fort Lee. Vous connaissez Lee, c'est Lee qui a fait la guerre contre le général Grant. Donc Lee est honoré là-bas, Grant est honoré ici. Ouais. Et depuis quelques années, la ville de New York évalue à près de 500 000 personnes les gens qui viennent de New Jersey chaque jour pour travailler à New York. De lundi à vendredi, chaque jour, près de 500 000 personnes viennent de là pour travailler ici et ils empruntent
pour la plupart le grand pont George Washington. Et à part le pont, il y a deux tunnels qui sont plus au sud. Il y a le Lincoln Tunnel qui est à la 42e rue, non, entre la 39e rue et la 42e rue. Et il y a le Roland Tunnel qui est plus en bas à Canal Street. Donc beaucoup de gens prennent aussi ces deux tunnels, mais la plupart des gens prennent ici le pont George Washington. Et beaucoup de gens préfèrent habiter là-bas parce que le coût de vie est moins cher là-bas. Ouais. Ici, nous sommes à la rue 135, toujours dans Harlem. Et cette partie de Harlem s'appelle West Harlem. Devant nous, vous voyez, il y a une colline, vous voyez. Et derrière, on avait descendu et remonté des collines. Le nom Manhattan signifie la terre des collines. Regardez à droite. Vous voyez la ligne de métro qui sort d'une colline là-bas et rentre encore sur une colline ici. Et le nom Manhattan, c'est le nom des Indiens américains. Eux-mêmes, ils prononcent Manhattan. Manhattan, la terre des collines. Vous voyez. Et la plupart, vous avez vu le métro, la plupart du métro est souterrain. C'est rare de voir comme ça un métro qui sort de terre. Et par jour, il y a plus de 2 500 000 personnes qui utilisent le métro. Nous sommes revenus à la rue Amsterdam. Vous voyez devant nous à gauche, à droite, depuis la rue 130, en bas, jusqu'à la rue 141, tous les bâtiments qui nous entourent appartiennent aussi à une université. Et cette université ici s'appelle City College. Regardez à gauche, un peu loin, le joli bâtiment classique avec le drapeau, vous voyez, très joli bâtiment classique. C'est le bâtiment administratif de cette université et ce bâtiment s'appelle Shepherd Hall. On fera un arrêt là-bas, vous verrez mieux. Et cette université même s'appelle City College. Bon, si je dois prononcer en anglais britannique, avec un accent britannique, on dirait City College, le collège de la cité. Mais vous savez, les Américains prononcent différemment City College, le collège de la cité. Donc on va faire un arrêt ici, encore un arrêt de 10 minutes pour découvrir le campus de cette université. Et on a encore au moins 36 minutes pour être à l'église. On va un petit arrêt ici. De 10 minutes pour découvrir le City College. Et je vais faire les commentaires tout à l'heure. Mr. John, we're gonna stop at the first light. You drop us over there, and then you can go wait for us in front of the Habitat House. Donc tout ceci, à gauche, à droite, vous voyez les affiches violet, tout ça, CCNY, City College of New York. Donc s'il vous plaît les amis, on va descendre ici pour découvrir le collège. Presque toutes les matières. Toutes comme l'autre? Oui, oui. Ah, d'accord. Ça ressemble tous à un château fort. Ouais. Une sorte de musée, quand même. Nous voici sur le campus de City College. Et City College est une université. Tu m'as vu. Mais vous savez, dans notre système francophone, quand nous disons collège, c'est souvent de la 6e en 3e ou parfois jusqu'au lycée. Mais ici, quand on dit collège, c'est toujours une école supérieure, une université, mais une université qui est souvent gérée par le public et souvent de taille moyenne ou de petite taille. Donc ici, c'est une université
publique de taille moyenne. Elle commence depuis la rue 130 et va jusqu'à la rue 141, de Amsterdam avenue là-bas jusqu'à derrière la falaise. Ici, l'étudiant ne paye que 12 000 $. Ouais, comparé à Columbia où c'est 43 000 $. Voilà la différence. Harvard, c'est 46 000 $. Donc ici, c'est abordable de façon relative. Vous voyez. Et cette université a aussi formé de grands hommes. Vous connaissez le général Colin Powell. Colin Powell a été formé ici à City College. Et le grand ingénieur qui est le patron de l'entreprise Intel. Vous savez les ordinateurs, les microprocesseurs Intel Pentium, Intel Core Dual, Intel Atom, c'est géré par M. Andrew Grove. Et il a été formé ici à City College, mais il est mort en mars dernier, Andrew Grove. Et en 2006, il avait fait un cadeau de 6 millions de $ à cette université pour aider dans la recherche en ingénierie. Et il est aussi le grand médecin qui a eu le prix Nobel pour les recherches sur l'adrénaline dans le corps humain. Julius Axelrod. Ce grand prix Nobel a été formé ici aussi à City College. Et dans les années 50-60, c'est dans cette université où se déroulaient les grands débats sur les questions sociales. Vous savez, l'étudiant pauvre mais intelligent et travailleur, est toujours tenté de renverser un peu l'ordre social. Donc, ils organisaient ici des grandes conférences sur les théories de progrès de Karl Marx, de Proudhon, de Lénine, de Bakounine, etc. Tout cela se débattait ici et ils ont pu influencer un peu la politique économique américaine. Vous avez appris avec les démocrates, Obama, ils ont essayé de faire des mais ça n'a pas marché parce que Trump est passé. Ça a marché, mais Trump risque de renverser. Mais quand même, ils ont pu influencer les idées et aujourd'hui, on essaie de faire des réformes sur les questions sociales. Ça a commencé ici à City College. Mais aujourd'hui, même à Harvard où on enseigne le capitalisme pur et dur, aujourd'hui à Harvard, on enseigne aussi la justice sociale. Un professeur s'est distingué là-bas, il s'appelle Michael Sandel, S-A-N-D-E-L, Michael Sandel. Cherchez sur YouTube, vous allez voir, tous ces cours sont toujours filmés et il dit des choses très pertinentes, très intéressantes sur la justice sociale. Tout cela a commencé ici à City College. Donc voici une université américaine qui n'est pas très grande, qui n'est pas très chère, qui joue un grand rôle aussi dans la formation des jeunes. Bon, maintenant, on va marcher pour découvrir chez M. Alexander Hamilton et de là, on va directement à l'église. On marche un peu. Merci. Elle a raison, on ne voit pas, on ne te pas ce Ouais, film. ouais. Ah, d'accord. Ça marchait. Comme je vous l'ai dit. Non, oui, voilà, mais on ne voit pas, d'accord, c'est pas où on en est. Ça marche. Bon, ici, vous voyez, dans la grille, je disais, quand nous étions à Columbia University, que la personne la plus importante qui avait étudié là-bas dans l'histoire américaine, c'est Alexander Hamilton. Est-ce que quelqu'un a 10 billets, un billet de 10 $ américains? Vous avez 10 $? Quelqu'un là? De sec. Je vais pas le prendre. C'est pour montrer son effigie, je pense que son effigie doit être dessus. Voilà. C'est lui. C'est la comptable de la société. Ouais, c'est lui, Alexander Hamilton. Il est le père fondateur du capitalisme en Amérique. Il est celui qui a pensé et mis en place le système financier américain, Alexander Hamilton. Et il est un homme exceptionnel. Sa maison était derrière lui ici, mais il y a 3 ans, la ville de New York a décidé de faire de sa maison un musée et la maison entière a été soulevée. On a soulevé la maison entière avec des grues et des remorqueurs. On l'a transporté par là et on l'a déposé là-bas sous la colline. On l'a réaménagé, c'est devenu un musée. Pourquoi? Parce qu'Alexander Hamilton, c'est un monsieur, on dirait, qui est plus que les présidents américains. Mais au début, il n'était pas américain. Il était un jeune homme venu des îles. Il était venu des îles Caraïbes. Vous connaissez les îles Nevis? Il est venu des îles pour étudier en Amérique parce qu'il était très intelligent. On l'a envoyé ici et s'était inscrit à Columbia University quand l'école s'appelait encore The King's College pour le roi d'Angleterre. Et c'était plus au sud, vers là où on était la dernière fois, là où il y a les tours jumelles.
l'école se trouvait là-bas dans le temps, dans les années 1700. Et c'est à la fin de ses études que la guerre de révolution avait éclaté entre les Anglais et les Américains pour l'indépendance. Il s'est fait enrôler dans l'armée des rebelles américains pour combattre les Anglais. Et vu son intelligence, sa bravoure et son dynamisme pendant cette guerre, rapidement on lui a fait gravir les échelons. Il a eu le grade de colonel avec poste d'aide de camp du général George Washington. Et après la guerre qu'ils ont remportée, ils ont eu l'indépendance, on lui a donné la charge du ministre des Finances. Et ici on les appelle Secretary of Treasury. Et son rôle était de penser, de mettre en place un système financier qui marche pour le pays. Et il l'a fait depuis plus de 245-50 ans. Ça marche pour les États-Unis, c'est son œuvre. Mais curieusement, Alexander Hamilton s'est inspiré d'un Français. Il y avait aussi dans l'histoire de la France un homme exceptionnel. Vous savez, lui, il était juriste, économiste et philosophe à la fois. Mais en France, il y avait aussi un homme comme ça. Sous le roi Louis XIV, il s'appelait Jean-Baptiste Colbert. Colbert. Fais doucement. Particulier. Colbert, il a mis en place le commerce triangulaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On peut être exceptionnel et faire de mauvaises choses. On peut être exceptionnel et faire de nouvelles choses. Exceptionnel, ça ne veut pas dire bon ou sage. Ouais. Et Colbert, c'est ce que j'allais dire, sous Louis XIV, c'est lui qui avait, il était dit qu'il a eu tous les postes de ministre sauf la défense en France, et c'est lui qui avait pensé et mis en place le système mercantiliste qui avait enrichi la France pendant des décennies. Colbert. Donc, Alexander Hamilton s'est inspiré de lui pour réadapter ça ici. C'était les temps de l'esclavage, etc. Il faut faire des taxes, etc. Et ça marche pour les États-Unis, donc c'est son but. Mais comment est-ce qu'il est mort? Il est mort banalement pour une simple affaire de femme. Vous savez, les grands hommes. Vous connaissez, vous avez suivi l'histoire de DSK. Oui. Il est mort comme ça, mais il est mort tombé, il est tombé mort pour ça. Quand il était ministre dans le gouvernement, il y avait un vice-président qui s'appelait Arambur. Arambur l'a accusé d'avoir des relations secrètes avec sa femme. Il a nié les faits. L'affaire a été amenée en justice, mais vu son éloquence et sa rhétorique, il a dit ici que voici un modèle de rhétorique. Il s'est défendu, l'affaire n'a pas été tranchée en justice, donc a continué de l'accuser. Il a dit, tu sais, c'est Dieu qui est le grand juge, il va nous séparer. Et ils sont allés faire un duel. À leur temps, il est mort en 1804. En leur temps, il y avait encore la pratique du duel. Ils sont allés à l'autre rive du fleuve là-bas pour faire un duel. Quand l'arbitre avait sifflé de tirer, il a changé d'idée. Il a tiré son coup en l'air, comme ça. Tandis que son adversaire, Arambur, l'a bien visé la poitrine et lui, il a tiré dessus. Il était tombé. Le temps de l'amener en pirogue de New Jersey à New York, il était mort. Donc voilà comment est mort un homme important. Et c'est quoi l'histoire de la Bon. femme? Maintenant, on va aller au bus. On va à l'église. C'est normal que ça s'arrête. Non, il est mort.